Vous êtes dans l'émission Justice et démocratie et vous êtes les bienvenus. Le rôle et la place de la femme dans la construction de l'état de droit en Guinée, la question alimente la chronique, les femmes montent au créneau, les lois justement et les coutumes sont invoquées et pour cause, cette émission, l'émission Justice et démocratie veut en savoir de plus. Et pour cela, je reçois ici même au plateau de la télévision nationale, M. Oumar Sivori Doumbouya, il est docteur en sociologie. Avec lui dans cette émission Justice et démocratie, Mme Yansane Fatou Baldé, la présidente des femmes leaders en République de Guinée. Et M. Fantaoulin Bakari Kamara, il est le directeur de l'OPROGEM, c'est l'office justement de protection du genre, de l'enfance, mais aussi des mœurs en République de Guinée. Trois invités de taille donc pour un sujet d'importance capitale. Amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Alors donc je vais commencer par ma droite, M. Sivori, vous êtes justement auteur de beaucoup d'ouvrages portant sur la femme. Je peux même vous voir comme un féministe parce que je vois ici une vie de femme, je vois changement culturel et développement social, la nouvelle place des femmes en Guinée, je vois la situation sociale des femmes en Guinée, je vois les ONG féminines en Guinée. Donc vous êtes vraiment les bienvenus dans cette émission qui parle justement de la problématique de la femme en République de Guinée. Alors dans un premier temps, M. Doumbouya, partant de toute cette expérience-là, est-ce qu'il y a une problématique de la femme en Guinée? À commencer par les violences basées sur le genre, c'est-à-dire les violences faites aux femmes, oui, aussi bien au sein du ménage, du couple, dans la société, mais aussi il y a le problème de la scolarisation des jeunes filles, l'excision, le mariage précoce, le mariage forcé et beaucoup d'autres problématiques qui concernent les femmes. On ne pourra pas les citer ici. Donc vous avez insisté sur la violence faite aux femmes. Est-ce que justement ce cas dont on parle tant, il est constatable, il est palpable sur le terrain en Guinée? Bien sûr, il est constatable et c'est un fait divers. C'est-à-dire que les Guinéens, dans leur grande majorité, croient que la femme doit accepter de prendre des coups. Aussi bien des violences verbales, des violences psychologiques, mais aussi des violences physiques. Alors que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Il faut essayer de vivre en bonne intelligence, c'est-à-dire les femmes et les hommes, puisque nous parlons de genre. Mais vous avez dit que beaucoup de Guinéens pensent que les femmes doivent accepter des coups. Pourtant, la loi est catégorique là-dessus. Les hommes naissent égaux, en droit et devoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre femmes et hommes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf qu'il y a ce qui est législatif et ce qui est des faits réels. Donc, dans les faits, nos coutumes et traditions, je ne veux pas aller jusqu'à dire que nous vivons dans la violence, que nous avons la culture de la violence, mais nos coutumes, traditions et us nous ont habitués à ce que les femmes acceptent plus de violence de la part des hommes, mais aussi de la part des femmes. Vous voulez dire que nos parents, justement, nos aïeux étaient violents? Loin de là, mais nous avons un certain regard, une certaine vision du fait que c'est normal, par exemple, qu'un homme corrige sa femme, qu'un homme repudie sa femme après 10 ans de vie commune, comme un beau jour, parce que la femme s'est agie d'une manière qui n'a pas plu à son conjoint, qu'on prenne toutes ses affaires et jeter à la porte. Ça, c'est une violence. Est-ce que ce constat est réel sur le terrain, Madame Yansane? Je dirais bonsoir aux téléspectateurs. Et aussi, je salue mes frères avec lesquels je partage ce plateau. Je me réjouis de partager ce plateau avec M. Doumbouya et le commissaire Kamara, parce que tout simplement, ils ont compris le problème. Il y a un problème en Guinée, il y a un problème en Afrique au sud du Sahara, il y a un problème au niveau mondial. Si vous voulez, ce n'est pas un fait du hasard que le Conseil de sécurité vote des résolutions. Ce n'est pas un fait du hasard qu'on amène des gouvernements à adopter ces résolutions et de les mettre en application dans leur pays. Le problème, il est là, il est récurrent et l'impunité étant un problème réel chez nous, on continue à faire des choses qui sont contraires à la loi. Lesquelles, Madame Yansane? Alors, lorsque vous prenez aujourd'hui le mariage, la loi fixe la date, l'âge à partir duquel on peut aller au mariage. Mais malheureusement, puisqu'il y a l'impunité et que l'obtention de ces documents, des documents prouvant par exemple l'âge des petites filles,
peut s'obtenir comme un petit bout de pain qu'on achète dans la rue. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai assisté à une situation où les parents ont falsifié la date de naissance de leur fille pour mettre ça à 16 ans, alors que la petite a entre 13 et 14 ans. Elle n'a pas encore atteint. Donc vous voulez parler de mariage précoce? Donc les mariages précoces, c'est un problème. Oui, d'accord. Les mariages précoces ont des conséquences terribles sur la santé psychique et physique même de la petite fille. D'accord, autre chose. Lorsque vous prenez les mutilations génitales, oui, d'accord. Il a été prouvé que ça n'a ni fondement religieux et que ça a des conséquences graves sur la santé. On l'a expliqué depuis 30 ans qu'on l'explique. Certes que maintenant les gens commencent à comprendre, mais toujours font semblant de dire on a fait passer la petite, même si c'est faire semblant. Donc l'excision, deuxième point. L'excision est un problème. D'accord. La violence conjugale. Dites-vous qu'une étude très sérieuse de l'UNFPA ici a prouvé que plus de 90% des femmes dans la zone spéciale de Conakry sont victimes de violences. Les violences, il a tout de suite dit, il y a les violences physiques, c'est celles-là qui sont perceptibles par l'œil externe. Mais il y a des violences morales, des violences économiques. Lorsque une femme n'a pas de revenus et que son mari refuse de lui donner de quoi se nourrir et de se soigner, c'est une autre forme de violence. Une petite parenthèse justement par rapport à la question. Monsieur Doumbouya, vous vivez en Guinée et en France, vous êtes docteur en sociologie. Est-ce que la violence conjugale, comme elle l'a peint tout à l'heure là, se constate aussi, n'est-ce pas, dans les foyers en France? Bien sûr. Ou en Europe aussi. Bien sûr, nous parlons du genre, et qui parle du genre parle aussi bien, s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est ce que les gens oublient souvent, et quand on parle de genre, certains croient que ça n'intéresse que les femmes. Bien sûr, il y a en France, par exemple, pays que je connais parmi les pays européens le plus, il y a des hommes battus. Mais la proportion est infime par rapport aux femmes battues. Mais sauf que là-bas, vous voulez dire donc que la violence conjugale, elle est aussi, n'est-ce pas, de mise dans les foyers, dans les familles françaises. Bien sûr. À quelle proportion? À une proportion assez élevée. Mais sauf que là-bas, les mesures sont prises pour mettre fin tout de suite à ces violences. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est de s'intéresser à la femme, la protéger, comment la protéger, la sortir de la cellule familiale violente, l'envoyer dans un foyer, et s'occuper du mari violent, c'est-à-dire en la forçant à rencontrer un psychologue ou en l'incarcérant. Et quand c'est fait une fois, deux fois, je crois que l'homme réfléchira à deux fois avant de toucher. Mais est-ce que ça ne va pas tuer justement les relations, comme peut-être c'est le cas en Afrique, lorsque vous envoyez votre conjoint, n'est-ce pas, devant un tribunal ou alors devant une police, on vous considère tout de suite, n'est-ce pas, comme ennemi, et les familles se disloquent, et puis même l'amour vous savez, en tant que tombe en désuétude. Désolé de vous couper, mais en tant que qu'homme, en tant que musulman, oui, il n'est pas bien de casser les couples. Mais c'est mieux de casser un couple que d'avoir une femme décédée. Il y a les statistiques qui disent que dans chaque 4 secondes dans le monde, il y a une femme qui meurt des suites d'une violence. Donc, si c'est mort qui va s'en suivre en défaveur de la femme, mieux vaut casser le couple. Donc il y a la répression immédiate, justement, vous avez dit, en France. Vous, justement, le commissaire Bakary s'occupe des questions de protection de genre, il est commissaire de police. Est-ce que le constat se vérifie sur le terrain ici? Bien. Merci beaucoup. Avant que je revienne vers Mme Yansane. Ok. Oui. Merci beaucoup. Comme Mme Yansane l'a dit, il y a eu des études qui prouvent effectivement que la violence basée sur le genre existe en Guinée par rapport à ça. Et pour ça, la Guinée n'est pas en dehors. C'est pourquoi la police, au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on a créé donc l'OPROGEM, l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, pour mener des enquêtes autour des cas de violation des droits des femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée est partie à des conventions, résolutions, protocoles. Donc, l'une des missions de l'OPROGEM, c'est la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. Donc, nous sommes chargés donc de mener des enquêtes. Vous êtes chargé de mener des enquêtes. Voilà. Est-ce que vous le faites comme en France? Parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle les assistants sociaux qui viennent justement dans les familles, qui essayent de remuer là où il n'y a pas de problème. Vous le faites ou alors vous ne le faites simplement que sur les fondements d'une plainte? Il y a des ONG comme la COFEC
il y a des ONG. Nous sommes saisis de plusieurs manières. Soit la victime vient porter plainte directement au niveau de la police, soit elle passe par un avocat, soit elle passe par une ONG, et soit elle passe par le tribunal, qui nous réfère directement le cas. Je l'ai dit tout à l'heure à M. Doumbouya par rapport à ça. Donc, voyez-vous, et quand nous recevons donc ces plaintes, nous ouvrons donc une enquête. Nous informons aussitôt le procureur et la victime est mise en audition. Généralement, c'est des couples que vous rencontrez ou alors peut-être des relations non formelles. Quelle est la proportion des relations que vous rencontrez entre hommes et femmes? Est-ce que ce sont des relations matrimoniales ou alors c'est des connaissances purement simplistes? C'est des individus qui viennent nous saisir, oui, d'accord, qui sont accompagnés des ONG, des assistants sociaux, qui sont le plus souvent, ce sont des femmes. Le plus souvent, ce sont les femmes. Est-ce que la proportion est importante, justement, des plaintes que vous y recevez? Très importante. Donc, alors, vous reviendrez là-dessus. Oui, Madame Yansane, oui. Par rapport à la même question, quand est-ce qu'il y a violence, n'est-ce pas, oui, sur les femmes? Parce qu'il a dit tout à l'heure, il y a la violence contre les hommes, on n'en parle pas, mais il y a beaucoup plus de plaintes quand on parle de violence, n'est-ce pas, sur le genre, en fait, concernant les femmes. Pour vous donner une idée de la proportion de violence appliquée aux femmes et aux hommes, le Comité interafricain de lutte contre les pratiques néfastes affectant la santé des femmes et des enfants a mené une enquête sociologique très sérieuse. On a répertorié 13 000 pratiques néfastes observées en Afrique. Sur les 13 000 pratiques, 11 000 sont pratiquées sur les femmes et les 2 000 sont pratiquées sur les hommes et sur les femmes. Ça veut dire que sur les 13 000 pratiques répertoriées, les femmes subissent les 13 000. Les hommes n'en subissent que 2 000. Maintenant, je vous indique par exemple, il y a des pratiques violentes atteignant l'intégrité physique de l'être humain qui étaient considérées aussi comme des coutumes par le passé. Mais compte tenu de leur caractère inesthétique, les hommes ont réussi à extraire ça de nos pratiques. Comme les balafres qui distinguaient par exemple les ethnies et les groupes communautaires. Pourtant, c'est une pratique traditionnelle. Mais puisqu'elle est néfaste, on a arrêté. Par contre, on n'arrête pas l'excision. On n'arrête pas la petite fille qui commence à avoir des petites boules dans les seins. On a peur qu'elle soit tout de suite puberte et puis que les choses se passent mal. On va chauffer la cuillère en bois, toute chaude, on vient, on tape sur la peau et finalement ça fait des plaies, ça brûle. Parce qu'on ne veut pas que les seins poussent. Or, c'est un processus hormonal. On n'a fait que taper physiquement pour brûler. Mais les hormones qui font que les seins poussent à l'intérieur, ça, on ne peut pas arrêter le processus. C'est fou de vous dire qu'il y a beaucoup plus de violence sur les femmes, au point que les femmes même ont admis en elles qu'une femme doit souffrir. Lorsque par exemple tu as un truc, on se blesse, on se coupe le doigt, dès que tu cries, mais attention, tu es une femme, tu es appelée à supporter la douleur. Alors non. Aujourd'hui, quand vous allez dans n'importe quel hôpital en Occident, la première des choses, c'est de calmer la douleur. Bien, d'accord. Par rapport à cette question, Monsieur Doumbouya, vous êtes docteur en sociologie. Qu'est-ce qui explique justement la fragilité de la femme? Parce qu'on en parle, je ne sais pas, on en revendique, il y a des stigmates, on en parle fondamentalement, alors que c'est un être humain comme justement tout autre. Qu'est-ce qui justifie cette fragilité? Sincèrement, je ne sais pas si la femme est fragile. Non, c'est ce qui ressort fondamentalement. Vous-même, à travers vos écrits, je retrouve quelque part, vous avez la nouvelle place des femmes en Guinée. Bien sûr, parce que pourquoi la nouvelle place des femmes en Guinée? Parce que dans ma thèse... Et vous avez écrit également la situation sociale des femmes en Guinée. Cela veut dire qu'il y a un problème. on peut le voir comme ça, il y a vraiment un problème. Mais simplement, moi j'ai fait 2 lectures de la situation de la femme, surtout dans notre pays en Guinée. La première lecture est celle-ci. Je prends la femme telle que la société guinéenne, c'est-à-dire traditionnellement, voudrait voir la femme. C'est que la société attend d'une femme. Ça, c'est un. C'est pourquoi si vous voyez la couverture de mon livre, vous voyez une femme en pleine activité quotidienne, c'est-à-dire laver des habits. Par contre, dans mon autre ouvrage,
Et donc, dans ma seconde lecture, c'est les ONG féminines en Guinée. Qu'est-ce que j'ai remarqué quand je suis venu, parce que cette thèse, elle a été préparée en 2003 et 2007. Je suis venu 3 fois pour les enquêtes de terrain. Et j'ai regardé dans la société guinéenne où la femme a acquis un pouvoir. Et j'ai regardé, si je vais à l'Assemblée nationale, il n'y a rien, chez les préfets, chez les sous-préfets, dans les ministères, que dalle. Il y a rien. On peut mettre 1-2 femmes pour une sorte de... Pour colorer. Pour colorer. Très bien, vous voyez. Mais il n'y a pas de secteur qui a été investi par les femmes. Même si elles veulent, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre qui ne peuvent pas les laisser s'exprimer, se réaliser. Donc, j'ai vu et j'ai cherché, j'ai trouvé que les ONG, à partir des années 90, les ONG naissantes ont ouvert. Parce qu'il n'y avait pas danger, il n'y avait pas danger ni économique ni de pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dégagé l'espace pour eux, elles ont envahi cet espace et j'ai remarqué qu'elles ont travaillé. Elles sont allées faire du bon boulot là où l'État était complètement absent, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Et donc, dire que la femme est fragile, je ne crois pas. C'est ce qu'on a fait croire à la femme. Non, justement, ce sont les femmes justement qui se victimisent. Non. Partout, on parle d'émancipation de la femme, les femmes, on parle des femmes battues, on parle, en fait, on parle de la situation. Oui, vous voulez. Non, vous voulez je pense que les femmes ne se victimisent pas. Non, oui. Il y a que Oui. dans les familles, on n'a pas fait la différence entre cette notion d'égalité et d'équité. L'égalité, c'est de donner la même chose à tout le monde. Va te débrouiller. On me donne un fusil, on vous donne un fusil, ainsi de suite. Mais lorsque, par exemple, une petite fille de 6 ans, elle est là, et que nous voulons regarder en haut du mur, moi j'ai la taille qu'il faut. Pourtant, nous sommes toutes des filles, des femmes. Hein. Si moi j'ai la 1,70 m, l'autre a 1,40 m, l'autre a à peine 1 m, c'est de superposer des chaises jusqu'à ce que les 2 autres atteignent ma taille et qu'on puisse regarder derrière le mur. Ça, c'est l'équité. C'est de permettre à tout le monde d'atteindre les mêmes objectifs, même si les rapports de force sont déséquilibrés au départ, il faut donner la même chance à tout le monde d'atteindre le même objectif. Et ce problème, il se pose là. Il y a des familles qui font de leur fille le fonds de commerce. Une jolie fille, on la sortira de l'école pour aller la donner en mariage, même si c'est contre son gré. Ça, ce sont des déviances. OK? Il y a que, on doit aller à l'école. Mon frère vient, il prend ses cahiers ou il va jouer au ballon. Pendant ce temps, moi, on me demande d'aller faire les travaux ménagers et je laisse mes cahiers de côté. Ça, c'était hier, autrefois. Oh, mais c'est encore peut-être aujourd'hui, on peut parler en termes de survivance. Je pense qu'il y a eu, comme il a dit, donc, il y a eu beaucoup maintenant, d'efforts. qu'est-ce qu'il a fallu que des personnes qui sont conscientes de cette situation anormale se réveillent et partent réveiller leurs consoeurs pour dire attention, si nous restons dans un cercle fermé de mettre les femmes de côté, on ne va jamais parler de développement. Oui, mais justement par rapport à la question, j'ai une perception. Madame, c'est-à-dire que ne minimisez pas ce que vous faites par rapport à l'éveil de conscience. Lui, il l'a dit. Et ce que les ONG féminines font aujourd'hui sur le terrain, elle revendique, elle se victimise. Elle revendique. Pas se victimiser. Non, pas se victimiser. Aujourd'hui, nous saluons beaucoup d'avancées. Les avancées, c'est quoi? Aujourd'hui, une fille peut oser venir envers une ONG ou envers un avocat dire « je suis victime de viol ou de violence ». Il peut arriver même que ce soit une violence familiale, que ce soit le père ou la mère ou l'époux qui ait commis cette violence. Avec ce plaidoyer et la justification de la nécessité que nous soyons protégés, le gouvernement a répondu avec les partenaires au développement pour mettre en place au niveau du ministère de la Sécurité le PROGEM. Ensuite, le haut commandement de la gendarmerie a mis en place la cellule de protection du genre. Plus tard dans le processus de la réforme du secteur de la sécurité, avec la police de proximité, on a décentralisé les cellules au PROGEM dans les différents commissariats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes interpellés d'une situation de viol ou de violence, on peut appeler la cellule la plus proche de nous au PROGEM qui peut interpeller le présumé coupable dans les heures qui suivent. Et aujourd'hui, ils vont au-delà.
Il est arrivé que par suite d'intimidation, de peur, de représailles, la victime devienne coupable d'avoir osé porter plainte contre son bourreau. Et pour casser ça aujourd'hui, le nouveau code nous permet de nous-mêmes, ONG, de nous autosaisir du dossier ou procureur de poursuivre les présumés. Justement, comme vous parlez de code, je vais m'attarder sur la question, la problématique justement de l'application de la loi, puisque en plus du fait que la Constitution consacre l'égalité absolue, n'est-ce pas, des êtres, il y a que certaines dispositions, par exemple, des codes favorisent les femmes. À la signature du mariage, on dit, n'est-ce pas, que l'homme assure, n'est-ce pas, pour la femme et le logement, et le vêtement, et le déplacement, et tout ce que cela comporte. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit là justement des faveurs qu'on accorde à la femme Non, si vous... Oui, allez-y. Est-ce que dans les faits, c'est comme ça que ça se passe? Non. Non, je parle de la loi, puisque quand même c'est la loi qui régule le fonctionnement de la société. Oui, la loi, elle est très bien. Et des institutions sont mises en place justement pour l'application stricto sensus de la loi. La loi est bien, la loi est très bien quand elle est appliquée. Mais nous savons que chez nous, il ne faut pas avoir peur de le dire, peu de lois sont appliquées. Ce que je veux vous dire, il y a une chose que la loi nous permet. Depuis 1964 en Guinée, la polygamie est interdite. Depuis 68, oui. Peut-être 68. 68. D'accord. Mais est-ce que c'est le cas? En fait, non. Les gens contournent ces choses-là. Et moi, je veux revenir un peu. Et aussi, moi, j'ai regardé, depuis les conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire les années 90, il y a eu l'ajustement structurel. Et il y a eu la restructuration des effectifs de la fonction publique. Et puisque c'était des hommes qui étaient dans les différents postes, ils ont été soit par, on a appelé... Évincés. Oui. Et quand ils ont été évincés, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les femmes qui ont pris à bras le corps des familles. À Avaria, il y a un marché qui est créé, qui est Avaria, c'est pas pour rien. La majorité des femmes dans tous les marchés de Conakry, c'est les femmes qui sont pléthores dans les marchés. Mais à Avaria, il y a un fait qui est là-bas, ce n'est que les femmes qui y vendent. Et moi, mon sujet de maîtrise en sociologie, c'était femmes et intégration sociale en Guinée. Et j'ai étudié 4 catégories de femmes, les filles mères, les jeunes femmes des ménages pauvres, les vendeuses d'Avaria et les prostituées. Et ce que j'ai appris d'Avaria, c'était incroyable. Mais aussi, on revient un peu en arrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de foyers en Guinée, malgré que la loi dit que c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de la femme et tout assurer, il y a beaucoup de foyers en Guinée où ce n'est pas le cas, où c'est les femmes qui tiennent le cordon de la bourse. Oui, mais la même loi dit, n'est-ce pas, que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance. Très bien, on est d'accord. Aussi, je veux nous faire revenir un peu en arrière. Ce que Mme Yansane a touché du doigt par rapport à l'inégalité qui existe entre garçons et filles au sein des familles, nous l'appelons en sociologie une incapacité apprise du côté de la femme. C'est-à-dire on apprend à la femme d'être incapable. Parce qu'elle tombe, elle doit pleurer, le garçon tombe, il ne doit pas pleurer. Aussi, il y a un phénomène qui n'est pas seulement, qui ne concerne pas la Guinée, c'est ce que Michel Perrault a appelé la femme ou le silence de l'histoire. Qu'est-ce que c'est? C'est que, regardez, dans nos institutions de la République, quels sont les lieux de pouvoir qui portent le nom des femmes? Il n'y en a vraiment pas. Peut-être quelques établissements privés, scolaires, où les gens donnent le nom des écoles, des établissements à leur maman. Mais officiellement, dans le pays, il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans l'histoire, les hommes ont tiré la couverture sur eux. Vous voyez? Et même dans nos livres d'histoire, on ne parle pas de femmes. Il n'y a pas d'héroïne femme guinéenne. C'est rare. On parle de Nyala Belly, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne connais pas. Bien sûr, avec le premier régime, avec les Hadja Mafori et autres, hein, Jean-Martin Cissé, mais c'est tout. Même d'elle, on ne parle pas. Donc vous voyez, la femme, c'est le silence de l'histoire. Quels que soient les exploits qui ont été posés par les femmes, on les tait. Bon, alors que pour les hommes, est-ce qu'aujourd'hui, si on regarde la nomenclature, par exemple, intellectuelle du pays, on peut comprendre peut-être que ceci explique cela, n'est-ce pas, que les hommes sont beaucoup plus portés, plus rodés fondamentalement à gérer, à tenir le pouvoir fondamentalement que les femmes. En tout cas, du point de vue de l'apparence, du point de vue opérationnel, quand il y a manifestation politique, il y a quand même une certaine catégorisation sociale justement dans la campagne.
les femmes sont beaucoup plus portées vers l'animation, la danse et tout ce que cela comporte, et les hommes sur le devant de c'est un constat. Monsieur Diallo, en attendant, lorsqu'il y a eu les événements du 28 septembre, s'il y a eu 157 morts, hommes et femmes, il y a quand même eu 108 femmes violées. Et c'est parce qu'elles étaient au stade. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça, je vais vous dire, c'est une idée perçue que vous, je ne sais pas comment vous... C'est une idée que vous avez intégrée, mais qui n'est pas forcément... Je vais vous dire, les faits, on parle des faits. Non, les faits, vous-même, dans vos plaidoyers, vous avez demandé à ce que fondamentalement, je vous ai tout le temps suivi, n'est-ce pas, en train de dire aux femmes, justement, d'arrêter d'être utilisées comme, n'est-ce pas, des cobayes dans les manifestations. Vous savez, aucun peuple ne peut renier sa culture. Parce que la culture, c'est des éléments positifs par lesquels nous nous reconnaissons et qui constituent notre personnalité. Mais la culture peut être Ceci dit, attention, la culture normalement devait être un facteur d'épanouissement. Devrait, vous avez dit. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est parce que tout simplement une catégorie de la population a biaisé les principes même de cette culture-là que nous nous sommes retrouvés dans une situation pareille. Récemment, il y avait 24 candidats à la présidentielle. Il y avait une femme. Ça veut dire que la loi n'interdit pas, n'empêche pas, n'est-ce pas, la femme de compétir au même pied d'égalité que les hommes. S'il vous plaît. Et je vais vous dire quelque chose. Oui, d'accord. Vous savez, je ne doute pas de ça. Vous savez, la femme a beaucoup de choses à faire. Elle a d'abord à gérer. Supposons, Madame Yansane, elle a 3 vies. Elle doit gérer dans une journée, concilier sa vie professionnelle, sa vie maritale et sa vie personnelle. Mais c'est valable pour les hommes. Non, loin de là. Si. Je ne parle pas des hommes irresponsables. Quand une femme intellectuelle sort le matin, vous savez qu'il y a des hommes qui les harcèlent, leur mari le harcèle en leur disant « je ne mange pas un repas préparé par une tierce personne. C'est à toi de préparer mon repas. » Ça, c'est l'élément culturel dont elle a parlé. Est-ce que vous comprenez? La coutume, et ça, le côté positif de la coutume. Ça n'aide pas les femmes d'évoluer. Les femmes, elles sont trop occupées. Parfois, il leur faut demander l'aval de leur conjoint, même pour adhérer à une ONG, même pour adhérer à un groupement. C'est-à-dire qu'elles doivent demander la permission. Vous pensez que... Vous voyez ça comme péjoratif? Ça les freine. Ça les freine dans leur Toute société organisée. C'est-à-dire que l'homme devrait... Il y a une organisation sociale. Même en matière de loi, on dit que quand vous partez à la signature, c'est-à-dire les principes ne vous sont pas étrangers. On vous dit que l'homme est le chef du ménage. Et cela, c'est quoi les conséquences en Guinée. Si j'ai une responsabilité, puisque ça n'a pas changé, nous parlons de la loi telle qu'elle existe. Il faut une responsabilité partagée dans le couple. Naturellement. Justement, ça, ce n'est pas du point de vue de la loi. On ne peut pas dire qu'il y a une co-responsabilité. Il y a toujours une prééminence. Est-ce que vous savez que vraiment le code civil guinéen est en chantier par rapport à ça? Oui, très bien. J'en appelle à ceux qui vont étudier la législation. Il tarde à sortir de son hibernation à l'Assemblée, ce que vous voulez dire. C'est conscient de tout ça que le ministère justement de la Justice permet donc veut faire le toilettage. Je vous comprends. Tout ce qui est discriminatoire, parce que la Guinée est signataire de toutes les conventions, notamment la CEDEF, la discrimination envers les femmes. Donc tout ce qui est aspect discriminatoire existe dans le code civil. Et on a l'impression que la Guinée infantilise ces femmes. Dans le code civil, on ne veut pas les donner la majorité. Non, je pense qu'ici on se victime, parce que j'ai suivi un reportage la fois passée, on a dit que toutes les 3 minutes, je crois, en France, il y a une femme qui est battue. Bien sûr. Toutes les 3 minutes. Et dans le monde, toutes les 4 secondes. Ah d'accord. Oui. Mais c'est pas normal. Doit-on rester silencieux? Non, ce n'est pas normal, fondamentalement. Pourquoi, justement, c'est ce que je dis, pourquoi cette gouvernance de la violence, n'est-ce pas, contre le genre, ou sur le genre? Contre les femmes. Contre les femmes. Parce que si c'était sur le genre, on allait équilibrer. Non, mais il a parlé de violences. Peut-être que la disproportion, la proportion est différente, mais il y a justement les deux cas existent. Bien sûr. Maintenant, je vais vous dire, il a été scientifiquement prouvé que lorsque vous violentez un être humain, que ce soit homme ou femme, voilà, d'accord. C'est pourquoi moi vous réduisez ses capacités initiales, qu'elles soient intellectuelles, mentales, psychiques. Vous réduisez l'être humain par rapport à ce qu'il aurait pu être.
Je vais vous donner un exemple. J'ai vu une femme dévouée et soumise, qui a subi des coups pendant son jeune âge, frappée, la tête cognée au mur. Elle a eu des lésions crâniennes. Vers l'âge de 50 ans, lorsqu'elle a commencé à avoir des maladies bizarres, on disait que on l'a maraboutée, on a fait ci, on a fait ça. Elle a eu la chance d'être évacuée par son frère qui l'a amenée en Allemagne et en France. Elle est passée à toutes sortes d'examens. Certainement que vous avez vu cette On lui a dit que si elle n'a pas eu un traumatisme suite à un accident et autres, elle dit que non. Lorsqu'elle a expliqué sa vie, on lui dit qu'elle a une dégénérance, qu'on ne peut pas arrêter. Ça, c'est comme ça jusqu'à sa mort. Oui, mais madame... Et elle est morte, elle a vécu 20 ans de souffrance liée au traumatisme physique. Ce sont ce qu'on appelle les exceptions. Il y a une femme qui purge actuellement sa peine à la maison centrale ici, qui a versé de la soude caustique dans les yeux, c'est-à-dire sur les yeux, n'est-ce pas, de son copain ou de son conjoint en tout cas, et celui l'a rendu complètement entraîné la cécité à vie de cet homme. Donc ça sont des quand on dit la violence, attention, quand on dit que nous luttons contre la violence basée sur le genre, nous ne luttons pas contre la violence seulement faite aux femmes. C'est que toute violence liée à votre sexe est à bannir. Oui, mais de ce point de vue, les choses sont... Les gens ont l'impression que la violence, c'est simplement l'utilisation de la force physique. L'infidélité, par exemple, conjugale, qui est... un trauma. Est un trauma. Oui, est un trauma. Et le plus, dans notre société, c'est beaucoup plus caractéristique des femmes, n'est-ce pas, que des hommes. Il y a les hommes en subissent fondamentalement. Attention. C'est violence psychologique. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la violence psychologique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Non, vous pouvez, je sais. Non, je vous dirais que même la loi est discriminatoire à ce niveau. Oui, mais vous avez dit la loi. Dès l'instant que c'est la loi qui consacre, il n'y a pas d'injustice. On suppose que on ne peut considérer qu'il y a adultère que lorsque la femme est venue surprendre son mari avec une femme chez eux à la maison. Mais quel est cet homme aussi belliqueux qui peut oser faire ça? Mais en attendant, lorsque vous sortez le soir, autant de filles professionnelles du sexe qui se promènent, ils ont des clients hommes. Ce n'est pas entre elles justement, ni des... il me parlait justement d'enquêtes qu'il avait eu à faire pour identifier, n'est-ce pas, les lieux de prostitution, vous avez dit ça? Absolument. Effectivement. Et comment vous faites justement pour essayer de détecter les cas de prostitution? Parce que la prostitution, quoi qu'étant justement le plus vieux métier de la terre, mais elle est souterraine. Comment vous y parvenez à identifier? Très bien. Et vous savez, la prostitution est un phénomène qui met en contact 3 catégories de personnes. Le ou la prostituée, le ou la cliente et le proxénète. Donc, c'est le proxénétisme, le proxénète, c'est celui qui favorise la prostitution d'autrui, qui tire un revenu par rapport à ça. Voilà pourquoi la loi est sévère de son côté. Le ou les prostituées sont considérés presque comme des malades. Il faut des programmes d'assistance de type par rapport à ça. Donc la loi ne réprime pas ces deux-là. C'est beaucoup plus le proxénète qui est visé. Pour le moment, dans le code pénal guinéen, le proxénète est beaucoup plus puni par rapport à ça. Donc voyez-vous, donc ainsi, rien, parce que c'est le mobile. C'est celui qui tire un revenu fabuleux de la possession des deux par rapport à ça. Voilà, le temps pour moi de vous retrouver dans quelques 2 petites minutes. Ouais. Voilà, donc je reviens à vous, commissaire. Vous avez parlé justement de prostitution, vous avez parlé de proxénète. Et je pense que il y a un problème à ce niveau, peut-être qui ne vous échappe pas, c'est l'attentat à la pudeur. Est-ce que c'est une infraction que vous visez le plus souvent? Oui. Parce que c'est caractéristique un peu de notre société quand vous sortez. Les filles qui s'habillent mal. Oui. La dépravation vestimentaire et être esclave de la mode sont aujourd'hui coutumiers aujourd'hui, je vais vous le dire, avant plutôt, les femmes s'habillaient pour sortir. Mais aujourd'hui, presque les femmes se déshabillent pour sortir. Presque. Parce que
c'est, si vous voulez, la dépravation vestimentaire a pris du pas, a pris de l'avance par rapport à ça. Est-ce que c'est prévu et puni par la loi? Non, il y a des limites par rapport à l'outrage public, à la pudeur. Il faut laisser les parties intimes par rapport à ça. Donc, puisque vous êtes chargé de la répression et vous visez justement l'outrage public ou alors l'attentat à la pudeur, quand est-ce que vous pouvez sortir pour dire telle personne tombe sur le coup de la loi en termes justement vestimentaires? Parce que c'est un peu... Quand quelqu'un est spectateur qui n'a pas souhaité d'un fait, là, par rapport, il y a des tenues qui ne sont pas du tout réglementaires. Oui, d'accord. Et il vous est permis de procéder à des arrestations à ce niveau, puisque vous protégez également... Monsieur Guibil, oui. Sortez un peu, imaginez, dans la ville de Conakry, un peu, vous verrez la tenue vestimentaire des jeunes filles. Tout ce qui reste... Je sais que là, vous n'allez pas être d'accord avec Madame en fait, moi, il est arrivé, parce que je la vois déjà prête il est arrivé que je félicite particulièrement le commissaire Bakary parce qu'il a compris sa mission. Et aujourd'hui, il est présent dans tous les forums au niveau mondial, surtout africain, pour aller renforcer ses capacités, partager les expériences, pour encore mieux accomplir sa mission. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Un jour, j'ai vu des filles qui étaient... C'était le week-end à Kaloum. Il y a une qui avait un bermuda, donc une culotte jusqu'au genou. L'autre avait un collant, elles étaient en basket, elles couraient dans les environs du musée national. Elles ont été arrêtées par des policiers qui les ont donc amenées à la DPJ. J'ai été informée, j'ai voulu d'abord savoir comment elles étaient. Je me suis déplacée, je suis allée les voir, j'ai relevé le nom du commissaire donc, qui avait en charge du dossier. J'ai appelé le commissaire, c'était le week-end, il n'était pas là. Quand je lui ai expliqué la scène et qu'il s'est renseigné, il s'est rendu compte que c'était exactement comme ça que ça s'est passé, il a immédiatement appelé ces hommes pour dire que c'est une violation des droits humains qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire? Les filles ont été libérées séance tenante. Donc vous pensez parce que tout simplement, faites très attention. Le fait de m'habiller de manière provocante ne vous donne pas le droit de me violer. Mais il y a le crime, il y a les facteurs criminogènes. Non, attention. C'est parce qu'il y a l'impunité. Au PNUD, là-bas, toutes les portes, c'est écrit ici, vous êtes dans une zone zéro tolérance au harcèlement sexuel ou au viol. Mais même si vous mettez je ne sais pas moi, une sorte de moustiquaire là et que vous partiez avec, aucun homme ne va oser vous attaquer parce qu'il sait que son travail en dépend. Aux États-Unis, le viol est puni au même titre que le meurtre. C'est la prison à perpétuité. Oui, mais le harcèlement, justement. Et dans d'autres pays où la peine de mort est appliquée, c'est la peine de mort. Allez en été dans ces pays-là, vous voyez comment les gens qui se sont enveloppés pendant 10 mois, presque, en tout cas 4 à 6 mois, enveloppés dans des manteaux, quand ils ont vu le soleil, comment ils sont friands de se mettre vraiment pour prendre des coups de bronzage. Okay, donc justement, certainement que cette question vous a intéressé dans vos différentes études. Il y a habillement et habillement. Il faut avoir plusieurs lectures. Moralement, religieusement, il y a des habillements qui ne sont pas acceptés. Mais dans le cadre d'un État civique, laïque, sincèrement, les gens ont le droit de s'habiller comme bon leur semble. Mais je suis d'accord qu'il y a l'attentat à la pudeur. Partout dans le monde, c'est condamné. Par contre, il faut savoir, sociologiquement, plusieurs femmes qui s'habillent comme elles s'habillent aujourd'hui, surtout les jeunes femmes qui s'habillent comme elles s'habillent aujourd'hui en Guinée, répondent à un cahier des charges. C'est-à-dire que l'argent est devenu roi en Guinée. Et tout le monde court derrière l'argent. On n'est plus, la dignité est bafouée. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles, même pour aller à l'école, s'habillent comme bon leur semble.
mais elles sont à la recherche de quelque chose parce que leur socialisation leur a appris à être, je ne sais pas, elles croient qu'en s'habillant, la tentation. Vous voyez, qu'en s'habillant légèrement, elles vont avoir un prétendant, elles vont avoir un copain. Ça, c'est l'entendement collectif qui amène ça, symboliquement. Est-ce que vous comprenez? Ouais, moi, je ne pousse, je n'incite pas à la violence, surtout pas au viol des femmes. Mais il faudrait qu'une femme, c'est un conseil, c'est un causerie, un échange, il faut que les femmes se respectent et soient dignes d'elles-mêmes en se disant, je commence par mon paraître. Il faut qu'en me voyant, un homme me respecte tout de suite, ou une femme d'ailleurs me respecte tout de suite. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est sur ces petits modes, c'est sur ces modes vestimentaires, ces petits signes-là, que certains hommes oseront leur traiter comme ils leur traitent parfois. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'hommes qui sont ici, dans nos sociétés, qui sont frustrés, qui sont très frustrés. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le rapport avant mariage est interdit, bien que beaucoup n'ont plus honte de cela et que ça se fait. Certains hommes, par leur poche, par leur pouvoir d'achat, peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, y compris quelques filles, malheureusement. Vous voyez? Et donc ça, les jeunes filles à qui je parle doivent savoir que s'habiller a des conséquences. On ne s'habille pas, c'est-à-dire en s'habillant légèrement, ce n'est pas parce qu'on a peur de qui que ce soit, mais il faut qu'on soit à l'aise dans notre habillement et qu'on ne donne pas occasion, même inconsciemment, à une tierce personne de nous violenter. Bien. Bon. Donc, on va changer de registre. Je vais juste venir à quelque chose. Là, vous décrivez la femme urbaine. Allez dans les villages. Combien de femmes se promènent avec le pagne attaché juste au niveau de la taille ici? Elles pilent, elles ont la poitrine nue. Dans les villages. Mais le plus souvent. Non, mais écoutez, dans l'Afrique, non, mais quand on dit en famille, mais il ne permet pas ces dérives, bien que ces dérives existent là-bas, mais ce n'est pas à la même proportion. Quand vous voyez les choses, vous allez au Marigot. Vous allez au Marigot. Vous trouvez les femmes, elles n'ont que le petit pagne à ce niveau-là. Elles font le linge, elles finissent, elles mettent la bassine de linge sur la tête. Elles traversent tout le village avec Mais les hommes de la Vous capitale... voyez des femmes, écoutez-moi, pourquoi vous accepterez qu'une femme nourrice se mette la poitrine nue publiquement pour allaiter un enfant, pendant que la même chose, vous vous choquez de voir une fille qui a des soutiens balconnés et qui est avec un décolleté. La différence est que celle qui est en balconnet et qui a les seins bombés va vous attirer et vous créer un effet psychique, et que l'autre vous dites qu'elle ne sert à rien. Justement. Et alors c'est ce jugement-là qu'il faut cesser. C'est que la pudeur, elle doit être... Oui, c'est ce que la société doit cesser. La pudeur, elle doit s'appliquer à tout moment et à toutes les personnes. Bien sûr. Vous comprenez? C'est ce que je dis. Combien de fois vous trouvez des pères de famille, le torse nu avec une petite culotte assise? Non, mais pourquoi c'est pas pareil? Parce que notre constitution physique n'est pas de la même manière. Non, mais attendez. Je trouve ça aussi anormal. On ne peut pas se lever le matin, prendre le pagne de sa femme, l'attacher autour de la taille, sortir se promener. Assis, ça existe. Cette proportion, ce n'est pas dans la rue. Ce que nous parlons d'outrage public, c'est dans la rue, le plus souvent. Oui, mais c'est dans les lieux publics. Pour résumer, on ne peut parler d'attentat que lorsque la personne se met dans la rue, telle qu'elle est venue au monde. Ça, c'est où on vous attrape pour dire... ce n'est pas ce que la loi dit, madame. Je pense que il a très bien dit de protéger les parties intimes. Or, en naissance, on n'a pas de protection. Le commissaire, là, il peut vous départager. Non, mais on dit que... Justement, vous... je vais poser... Je ne suis pas journaliste, mais je vais poser une question à madame Yansani. Oui. Est-ce que... Donc, vous incitez les jeunes filles de s'habiller comme bon leur semble? Je ne les incite pas à s'habiller comme bon leur semble, mais pour être, comment on appelle, une militante sociale... Elle perçoit comme une liberté. Pour être une militante sociale, je ne perçois pas de faire accepter quelque chose par contrainte. Convaincre et vaincre, et c'est très différent. On peut vaincre et ne pas convaincre. On peut convaincre et puis vaincre quelqu'un. Non, on peut vaincre quelqu'un et ne pas le convaincre. Mais attention, vous faites des pressions sur votre enfant? Si vous faites la pression sur les filles pour dire habillez-vous tel que nous le souhaitons, elles sont vaincues parce que vous avez la force. Mais si elles n'ont pas ancré dans la tête que ce mode vestimentaire a une signification sociale, elles vont continuer à le faire. Excusez-moi. Vous n'avez jamais été choqué par l'apparence d'une fille
d'une jeune fille dans la rue. Je peux être choquée, mais je serais encore plus choquée si elle est reprimée. Non, regardez, madame, ce que madame n'a pas voulu dire, c'est qu'elle-même, elle est pour les sanctions. La société a prévu, n'est-ce pas, des sanctions à tous les niveaux et pour des comportements. Et c'est pour cette raison, elle-même, elle est militante et elle se dit très, très satisfaite de la mise en place de l'OPROGEN. Parce que, justement, cette structure participe à la répression de ce que tu viens de dire. Voilà, donc, on va évoluer. Il y a aujourd'hui que les femmes sont au devant de la scène en train de revendiquer des postes, n'est-ce pas? On estime que sur le terrain politique, elles n'occupent pas, n'est-ce pas, les places qui sied. Est-ce que justement cette question aussi a attiré votre attention de justement la gestion du pouvoir? Bien sûr. Les femmes et pouvoir. Bien sûr. Oui, je crois que c'est là où se situe le combat. C'est-à-dire, puisque les femmes ne sont pas au poste de décision, leur volonté n'est pas exécutée. C'est-à-dire que les hommes, surtout en politique, se servent plutôt des femmes et les font danser. Normalement, la conscience féminine devrait être une. Autrement dit, on vote pour les femmes parce que les hommes ne font pas notre affaire. Depuis 1958 jusqu'à nos jours, notre pays est géré par les hommes. Et permettez-moi de vous dire que je ne suis pas fier de l'État de la Guinée. Pourquoi aussi? Parce que 52% de la population a été laissée à la marge. Vous estimez en marge? Non, moi je dis peut-être que les proportions ne sont pas, à mon avis, remarquables, constantes, mais je dis les femmes occupent beaucoup. Il y a eu même une femme candidate à la présidence de la République, je l'ai dit ici. C'est insignifiant, monsieur. D'accord, mais écoutez, la faute revient à qui? La responsabilité, vous la situez à quel niveau par rapport justement au... C'est collectif. C'est collectif. Y compris les femmes. Surtout, oui. Parce que moi, je préfère justement qu'on mette l'accent sur la compétence que sur le sexe. Les parents et les différentes institutions. C'est-à-dire que, moi je me dis, pour développer ce pays, il faut que nous changeons de logiciel. C'est-à-dire que j'incrimine les hommes qui ont géré ce pays, je vous dis, de 58 à maintenant. Ça ne va pas dans le pays. Nous sommes dans des situations de pauvreté indescriptibles et les femmes en sont les premières victimes. Elles ne sont pas associées sincèrement, et même leurs efforts ne sont pas reconnus ni par l'État ni par les institutions. Oui, mais alors quelles sont les œuvres, partant justement de vos différentes études, que vous pouvez étayer ici comme exemple, pour dire par exemple, il y a, n'est-ce pas, un creuset de femmes mises justement en marge qui auraient pu aujourd'hui révolutionner la Guinée? Parce que là aussi, justement, il y a un problème. C'est l'éducation. Non, quand je dis un creuset, peut-être qu'il y a un terroir où vous pouvez dire voilà autant de femmes qui auraient pu... Est-ce que... Mais bien sûr, mais je vous dis, il y a eu une cassure au moment de l'éducation. C'est-à-dire que depuis 1958, quand dans une famille, un père de famille a 2 enfants, une fille et un garçon, on lui dit, il a le choix de scolariser un seul enfant de ces 2-là, je vous dis qu'il scolarisera le garçon, il sera privilégié. Pourquoi? Parce que l'autre... La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez dire que, n'est-ce pas, il y a un renversement de tendance, les hommes sont plus, n'est-ce pas, sur le terrain de la compétence que les femmes. C'est peut-être ça. Mais il se trouve que malheureusement... Qu'est-ce que j'ai fait en tant qu'enseignant-chercheur dans mon premier livre, La situation sociale des femmes en Guinée, il y a un chapitre que j'ai intitulé le paradoxe triangulaire au féminin. C'est-à-dire que, prenez tout homme de Guinée, j'ai ma mère, j'ai ma tante paternelle et ma sœur. Ma mère que je respecte, que je protège, que je soutiens. Ma tante paternelle que je respecte et que je crains. Ma sœur, une fois mariée, que je respecte, que je soutiens. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas que malheur leur arrive. Je les protège. Je les défends. Mais qu'est-ce que je fais avec ma collègue de travail? Qu'est-ce que je fais avec mon épouse? Qu'est-ce que je fais avec la vendeuse au bord de la route? Je les traite mal. Mon triangle féminin constitue ces 3-là. En oubliant que tout homme a un triangle féminin. Donc ne fais pas au triangle féminin des autres ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton triangle féminin. Et pourquoi ces 3 catégories de femmes? À contrario, est-ce que vous avez justement inversé la tendance pour revenir sur, n'est-ce pas, ce triangle au masculin? Donc on est un peu pris. Je voulais juste dire quelque chose de très important. Vous savez, en 2016, lorsqu'on a atteint le poste 2015 pour les objectifs du millénaire pour le développement, on a étudié et puis on est parti maintenant vers les objectifs de développement durable. Le slogan, c'est quoi? Ne laissez personne de côté. On s'est rendu compte, tant qu'on ne va pas mettre toute la population d'un pays en branle
pour prendre le chemin d'un développement durable, on ne peut pas avancer. On dit ne laissez personne de côté. Ne laissez personne de côté, il faut mettre tout le monde à l'école. Ne laissez personne de côté, il faut enregistrer les naissances. Ne laissez personne de côté, il faut inclure les populations qui sont les bénéficiaires des politiques publiques dans la formulation de ces mêmes politiques publiques. Ne laissez personne de côté parce que si vous laissez une bonne partie de la population de côté, vos efforts ne suffiront pas à satisfaire toute la population. Donc c'est un problème qui est observé au niveau mondial. C'est pourquoi aujourd'hui les ODD ne laissent personne de côté. Bien, d'accord. Merci pour ne laisser personne à côté. Et justement, je vais prendre votre dernier mot parce qu'on me fait signal là-bas que nous sommes justement à court de temps finalement. Et je vais commencer par le commissaire. Justement, commissaire, par rapport justement à cette problématique, n'est-ce pas, de la situation de la femme dans la construction de l'état de droit en Guinée et de la démocratie, quel est justement votre dernier mot? Je vais vous dire tout simplement aux femmes de Guinée, je veux que la RTG relaie ce message, que l'OPROGEM est créé pour protéger les droits des femmes et des enfants, c'est-à-dire les couches vulnérables. Donc venez porter plainte contre tous ceux qui violent vos droits. Y compris vos maris. Non, ah oui, mais... Vous allez les mettre, vous allez créer des divorces. Non. Allez-y. Et vous voyez, cette année, rien que dès 2017, j'ai reçu 136 dossiers d'abandon des familles, 179 cas de viol. Donc voyez-vous. Donc, et ça, c'est dû à leur effort sur le terrain. Parce que ce qui est caractéristique chez la femme guinéenne, c'est le silence. Bien. Or, il faut briser le silence. Bien, merci. Il faut briser le silence. Donc, j'encourage beaucoup les ONG à sensibiliser davantage. À redoubler d'ardeur. À redoubler d'ardeur. Merci. Oui, madame, pour 30 secondes, parce que là... Oui, ce que je dirais aux femmes, c'est de se considérer comme des citoyennes à part entière et de revendiquer des droits de façon légitime et légale. Essayez de lire et connaître les textes. Celles qui sont instruites, cherchez à traduire à nos sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Les lois sont en train d'évoluer. Le pays est en train d'évoluer, nous sommes en mutation. Dans les 10 années qui vont suivre, peut-être que ce que nos grands-mères ont vécu ne restera plus que comme un mauvais souvenir. Le développement, c'est tout le monde ensemble, ne laissez personne de côté. Merci. 30 secondes, monsieur Oumar Sivori. Je vous remercie encore pour finir de nous avoir amenés autour de cette table. Je remercie mes comme on dit ça, mes co-participants. Et moi, c'est un message que je voudrais lancer un peu aux femmes écrivaines de Guinée. C'est-à-dire que mon projet actuel, je suis en train de faire une anthologie des femmes écrivaines de Guinée. C'est-à-dire réunir dans un livre des femmes qui ont écrit un ou plusieurs livres. Au jour d'aujourd'hui, j'ai passé l'entretien avec 10 femmes. J'en ai 17, 18 autres noms. Vous voyez, sur 6 millions de femmes, il n'y a qu'une trentaine qui ont écrit en Guinée des livres. Donc, j'ai des difficultés de trouver ces écrivaines-là. Et je lance un appel à travers votre plateau aux femmes qui ont écrit quelque chose de prendre mon numéro et de prendre contact avec moi. Là, c'est autre chose. Très bien. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a porté sur la problématique de la femme en Guinée. Nous avons parlé justement du rôle et de la place de la femme dans la construction de l'état de droit et de la démocratie en Guinée. Et pour cela, j'ai reçu ici même au plateau de la télévision nationale monsieur Oumar Sivori Doumbouya. Il est docteur en sociologie. Avec lui, madame Yansane Fatou Baldé, elle est la présidente de la coalition des femmes leaders. Et monsieur Fantaoulé Mbakari Kamara est commissaire de police. Il est le directeur de l'OPROGEM. C'est l'office de protection du genre, n'est-ce pas, de l'enfance, mais aussi des mœurs dans notre pays, la République de Guinée. Ce que femme veut, Dieu veut. On l'a dit le plus souvent. L'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Et merci de l'avoir pratiquée. Merci beaucoup.